prolongement de la question de Pablo et pour revenir sur les détracteurs donc, que tu évoquais, qu'est-ce que tu réponds justement à ceux qui relient multiculturalisme et ethnicisation? On voit bien en France les débats qu'il y a pu y avoir sur la question du séparatisme, et c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu laisses émerger des revendications pas identitaires mais culturelles et culturelles, point d'ailleurs, comment on passe du multiculturalisme à un principe politique qui serait de dire si on laisse une société multiculturelle exister, c'est une société qui crée du séparatisme, etc. Pourquoi nos deux sociétés sont-elles différentes? Et d'ailleurs, plus précisément, est-ce que quand en France on parle de ghetto, c'est-à-dire qu'on a construit le modèle urbain parfois en mettant les pauvres d'un côté, des communautés d'une autre, est-ce que c'est aussi construit comme ça le modèle urbain au Royaume-Uni? Je dirais paradoxalement moins. On se souvient il y a quelques années de l'admission incroyable, terrible de Manuel Valls, qui n'est pas particulièrement un promoteur du multiculturalisme, qui avait reconnu qu'il y avait en France une forme d'apartheid social, géographique et racial aussi. C'est-à-dire qu'on a tendance en France, depuis les années 60, à travers les différentes vagues d'immigration, à loger les arrivées successives d'immigrés plutôt en périphérie des villes, dans des quartiers qui sont plutôt mal desservis en termes de services publics, etc. Et ce qui occasionne toute une sorte de multiple stigmatisation d'une population. Alors, en Grande-Bretagne, évidemment, ce phénomène peut exister aussi, sauf que les villes, notamment Londres, pour toute personne qui connaît Londres pourra confirmer ça, c'est une ville finalement où il y a une assez grande mixité sociale, mais aussi en termes ethniques, culturels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement, effectivement, il y a des beaux quartiers, des quartiers riches et des quartiers plus pauvres, mais le quartier pauvre peut se trouver au coin d'une rue riche. C'est comme ça. Donc il y a une forme d'intégration. D'ailleurs, il y a des politiques de logement au niveau local qui rendent nécessaire la mixité sociale en construisant du logement social au cœur de quartiers qui sont plus riches. Donc voilà pourquoi on échappe d'une certaine manière au nom du multiculturalisme, au nom de la mixité sociale, à ce séparatisme qu'on peut davantage trouver peut-être en France. Alors pour répondre à ta question de manière plus générale, je crois que encore une fois, ça dépend comment on conçoit le multiculturalisme. Il n'y a aucune raison que le multiculturalisme parvienne à une forme de séparatisme social et racial ou une racialisation des rapports. Le multiculturalisme, il y a une abondante littérature universitaire en langue anglaise là-dessus, c'est plutôt l'idée de mettre en rapport des communautés qui autrement ne le seraient pas ou le seraient de manière théorique. Peut-être on rejoint encore une fois l'idée de l'universalisme français qui reste trop souvent à niveau théorique. Et donc le multiculturalisme, c'est aussi de dire, et je ne prétends pas que ça marche dans tous les cas, c'est aussi de permettre aux différentes cultures d'avoir davantage d'interactions, de davantage se connaître et de se respecter. Et on le voit donc à travers l'inclusion de certains cours ou de certaines notions dans le curriculum à l'école, à travers aussi le respect des cultures à l'embauche, sur le lieu de travail. Il y a toute une série d'accommodements, c'est le mot. Et les accommodements ne remplacent jamais le droit commun ou la loi. Ça, c'est très important parce qu'il y a régulièrement des enquêtes qui sont menées à partir de la France ou d'autres pays qui vont parler, par exemple, la charia remplace le droit britannique. Bon, c'est faux, c'est totalement faux. La charia ne remplace pas le droit britannique. Il n'y a qu'un seul droit, c'est le droit qui est contenu dans l'équivalent des codes juridiques britanniques, parce qui est sanctionné par le Parlement, la Chambre des communes et la Chambre des lords, mais encore une fois, ça dépend. Ça dépend comment est conçu. Effectivement, il peut y avoir, dans certains cas, des problèmes de voisinage. Il y a eu des émeutes dans les Midlands, au centre de l'Angleterre, au début des années 2000. Mais en règle générale, je crois que le but poursuivi par le multiculturalisme, parce que ce n'est pas un récit idéologique, c'est un modus operandi, et tend plutôt à une compréhension mutuelle qui est meilleure entre les différentes cultures. C'est ça le truc. Et j'ajouterai un point, je crois que l'avantage du multiculturalisme, c'est que, en fin de compte,
il est beaucoup plus difficile, sans évidemment éradiquer le racisme ou le sexisme, par exemple. Il y a du racisme et du sexisme dans la société britannique. On rend la parole publique beaucoup plus compliquée. Je dirais une chose très importante, je crois, c'est que quand on regarde les médias britanniques, il n'y a pas d'équivalent d'un Éric Zemmour, d'un Pascal Praud à la télévision britannique. C'est impensable. Les déclarations qu'on entend ces derniers jours sur la construction de la mosquée à Strasbourg, qui pour la plupart me frappent et frappent d'ailleurs les Britanniques qui suivent la politique française comme des incitations à la haine raciale, hein, à travers une critique hyper virulente de l'islam et donc une forme d'islamophobie, eh bien, encore une fois, qu'il y ait des gens qui peuvent penser ça en Grande-Bretagne, évidemment, mais cette parole ne sera pas publique, ou si elle l'est, elle sera socialement sanctionnée. Il y a aussi une question de tradition, en fait, sur lequel est assise à la fois la société britannique, enfin, sa tradition, et nous en France. Est-ce que d'après toi, c'est cette tradition multiculturelle qui fait que un maire, par exemple, comme Sadiq Khan à Londres, est d'origine pakistanaise, il est musulman, on le voit parfois porter un turban. En quoi, nous, notre tradition française, l'histoire française nous conduit si nous on avait un maire par exemple on avait Sadiq Khan qui était maire d'une grande ville française, pourquoi est-ce que nécessairement, on le sait presque, la théorie du grand remplacement, quoi. Exactement, on dirait, ça nous conduirait à avoir un danger en fait en Sadiq Khan, une sorte de séparatisme dans des figures qui sont incarnées comme le maire de Londres. Alors, Sadiq Khan n'est pas perçu à Londres ou dans le Royaume-Uni comme un séparatiste. Je n'ai jamais entendu cette forme d'accusation, puisqu'il est entendu qu'effectivement, étant donné ses origines, étant donné qu'il soit le maire d'une grande métropole mondiale archi-multiculturelle, parce que le multiculturalisme, on ne l'a pas dit, mais c'est un État, pour commencer. Et d'ailleurs, on peut considérer que la France est multiculturelle de fait. C'est ce que Rokhaya Diallo dit, on se croit une société blanche et catholique, alors qu'on est une société multiculturelle et laïque. Absolument. Dès que vous êtes un pays ouvert à l'immigration et que vous pratiquez l'immigration depuis plusieurs siècles, et la France d'ailleurs est un pays d'immigration de masse bien avant le Royaume-Uni, qui est une île. Hein, l'immigration de masse en France commence au 19e siècle. Au Royaume-Uni, elle commence essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a quand même une différence importante. Dans l'entre-deux-guerres, et d'ailleurs, pour compenser le million de morts lors de la Première Guerre mondiale, la France ouvre ses frontières largement. Et d'ailleurs, le nombre d'immigrés à l'époque, dans l'entre-deux-guerres, est pas beaucoup plus bas qu'il ne l'est aujourd'hui. Encore une fois, par rapport à l'idée, au fantasme total du grand remplacement et d'une immigration qui serait aujourd'hui quantitativement hors de contrôle et qui gagnerait, il y a des chiffres absolument farfelus qu'on brandit constamment dans le débat français. Tout ça, non, on se rend compte que l'immigration, c'est une vieille histoire en France. Simplement, la différence avec le Royaume-Uni, et tu as raison, Pablo, d'insister sur les traditions qui sont liées à l'histoire et à des pratiques. Et l'idéologie vient se greffer après sur des pratiques. Le Royaume-Uni a donc découvert l'immigration de masse après la Deuxième Guerre mondiale lorsqu'elle a perdu son empire. Et c'est un point important pour comprendre la différence entre la France et le Royaume-Uni, parce que ces deux pays ont été des empires coloniaux, tous les deux. La Grande-Bretagne a perdu, s'est retirée des colonies et des pays qu'elle colonisait un peu avant, et de manière, je dirais encore une fois, plus pragmatique. Il n'y a pas eu de longue guerre comme en Algérie, et il n'y a pas eu non plus un passé qui ne passe pas. Regardez, l'Algérie est encore aujourd'hui dans les débats en France, avec le rapport qui a été commissionné à Benjamin Stora par Macron, et on voit combien il est difficile de reconnaître certains faits de la part et au Royaume-Uni, ça n'existe pas. Il n'y a pas des débats sur la colonisation, la décolonisation, avec ce truc qu'ils appellent le Commonwealth. Si, bien sûr, il y en a à peu près de la même teneur qu'en France. Et effectivement, on sent poindre chez certains éléments politiquement qui se trouvent à droite, conservateurs, peut-être dans certains cas une certaine nostalgie. D'ailleurs, certains ont pu dire que le Brexit
dans une certaine manière, correspondait un petit peu à un retour, à une forme de nostalgie de la Grande-Bretagne, d'un Royaume-Uni impérial, hein, avec ce nouveau slogan de Global Britain, hein, et qui finalement veut dire quoi? Que aujourd'hui, en 2021, le Royaume-Uni reste une grande puissance mondiale, ce qui n'est plus le cas. On le sait, et la France et le Royaume-Uni sont des puissances moyennes, voire petites. Donc, il y a effectivement cette tentation. Mais en général, je crois que le Royaume-Uni est avant tout un pays qui a accueilli, donc après la Deuxième Guerre mondiale, les ressortissants du Commonwealth, et a pratiqué une politique de nationalité assez libérale, ouverte, c'est-à-dire en octroyant cette nationalité de façon assez simple. Notons que dans les premiers temps, et ça c'est une chose qu'on connaît assez mal en France, la politique d'intégration a été plutôt assimilationniste, c'est-à-dire pas très éloignée de ce que fait la France. Évidemment, sans le discours, sans le support idéologique universaliste républicain. Mais il fallait assimiler. Ça a mené à des tensions raciales, des émeutes. Pensez par exemple à un quartier qu'on connaît bien, je crois, en France, parce qu'il s'y déroule un carnaval chaque mois de septembre, le carnaval de Notting Hill, hein, qui est dans le sud de la ville. Et pourquoi il y a un carnaval là afro-caribéen? Parce que il y a eu une migration de masse de Jamaïque afro-caribéenne dans les années 40 et 50, avec des problèmes de voisinage, des tensions raciales, des émeutes. Et il y a eu un changement, orchestré d'ailleurs par un gouvernement travailliste, parce que le multiculturalisme est plutôt une idée, une valeur portée à gauche au Royaume-Uni et combattue par la droite et l'extrême droite. Donc ça, c'est très clair, alors qu'on voit qu'en France, le jeu est beaucoup plus diffus et confus. Il y a des gens de gauche qui vont effectivement critiquer le multiculturalisme. C'est assez impensable d'être de gauche, et notamment de gauche plutôt radicale, et de critiquer le multiculturalisme. C'est totalement impensable. Les questions de coexistence et de reconnaissance des différentes cultures, c'est un non-débat en quelque sorte. Donc, je reviens au point important pour terminer sur l'historique, parce que on le connaît assez mal en France, c'est de dire que à partir des années 60, d'ailleurs c'est un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Roy Jenkins, qui dans les années 80 quittait le Parti travailliste pour créer ce nouveau parti qui s'appelait le Parti social-démocrate, qui a d'ailleurs failli complètement tuer le Parti travailliste à la suite du tournant à gauche du parti. Eh bien, Roy Jenkins, donc je signale le fait qu'il n'appartenait même pas à l'aile gauche du parti, eh bien, a dit voilà, nous sommes un pays multiculturel de fait, nous devons appliquer des politiques multiculturelles de tolérance, d'ouverture vers les autres cultures. Il ne s'agit pas d'aplatir ces cultures, il ne s'agit pas d'assimiler de force les immigrés, mais de respecter ce qu'ils sont. Évidemment, on attend d'eux qu'ils puissent s'intégrer à notre pays, en partager les valeurs essentielles. Mais au-delà des valeurs essentielles, je crois que libre à chacun de mener sa vie comme on le veut. Donc je crois que c'était un point de départ important. Et ce qui est intéressant, c'est que même les différents gouvernements conservateurs, sous Thatcher, n'ont pas remis en cause cet état de fait. C'est-à-dire que, en quelque sorte, le multiculturalisme vit grâce à une forme de pragmatisme, de laisser-faire, mais qui ne veut pas dire un laisser-faire où on fait n'importe quoi. Hein, effectivement, je l'ai dit, le multiculturalisme sont des accommodements à la loi du droit commun, mais ne remplacent en aucune manière le droit britannique. La charia n'a aucune valeur légale. Il y a parfois, pour terminer sur ce point de la charia, il y a certains, c'est une justice privée, les musulmans qui se tournent vers la charia le font de façon volontaire, et dans les matières, souvent en matière de finances, de divorce, de mariage, mais ces jugements n'ont aucune valeur au regard du droit britannique. Donc ça, c'est un point important, parce que c'est toujours le point qu'on soulève lorsqu'on parle de multiculturalisme britannique, non seulement séparatisme, mais aussi la charia règne dans certains quartiers ou dans certaines villes, ce qui est totalement faux. Est-ce que pour autant, l'analyse que tu fais de cette société multiculturelle britannique la rend moins perméable au racisme? Est-ce que les Britanniques sont moins sujets ou sont moins disposés à laisser proliférer des mouvements extrémistes, comme on peut le voir en France, où des mouvements tels l'Action française reprennent de l'activité? Alors, il y a effectivement une extrême droite, comme dans tous les pays européens aujourd'hui, qui relève la tête aussi,
Il y a, à travers la campagne du Brexit, il y a eu des éléments, je ne parle pas du Parti conservateur et de son aile droite traditionnellement sceptique, mais il y a eu effectivement des éléments de partis d'extrême droite qui ont relevé la tête, qui ont essayé d'ailleurs de mener campagne sur le thème du Brexit, évidemment sur une ligne ultranationaliste, xénophobe et anti-européenne. Mais en général, l'histoire montre que le Royaume-Uni a été, et c'est peut-être un point qui amènerait certains, notamment en France, à revoir un petit peu la vision un peu très négative qu'ils ont du libéralisme. Une forme de libéralisme politique fait que, historiquement, l'extrême droite n'a jamais pris pied au Royaume-Uni. Il y a eu quelques tentatives dans les années 30, avec dans certains quartiers de Londres les chemises noires qui défilaient, mais ça a été extrêmement ça n'a pas été important. Il n'y a pas eu de mouvement de masse, il n'y a pas eu de partis politiques d'extrême droite, y compris dans les années 70 avec le British National Party, qui a eu quelques succès, mais les succès de l'extrême droite britannique, c'est rafler quelques sièges de conseillers municipaux, c'est tout. Et il y a eu, je crois aussi, quelques sièges de députés européens il y a quelques années. Mais aujourd'hui, l'extrême droite ne représente rien en termes électoraux. Alors pourquoi? Ça ne veut pas dire que le racisme n'existe pas. Il existe évidemment, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'actes racistes, il y en a. Mais encore une fois, il ne passe pas par des partis, par une reconnaissance, et surtout, je le dis tout à l'heure, la parole raciste est canalisée dans la société britannique. Et je pense que ça, c'est un point positif, de ne pas pouvoir laisser, par exemple, le racisme se répandre dans les médias. Ce qui me semble être malheureusement le cas de plus en plus en France. Parce qu'évidemment, il y a l'accoutumance à la parole raciste, notamment lorsqu'elle est portée par des journalistes, des universitaires ou des hommes politiques dits mainstream, amène le public à considérer que finalement, oui, il y a une forme de respectabilité dans ces idées. Or, on le sait, les idées racistes ne sont pas respectables. Ce sont des idées criminelles. Donc, je pense que ça, c'est important. Il y a une forme d'auto-restreinte et de décence qui fait que on ne peut pas sur des lieux de travail, on ne peut pas dans le sport, dans la culture, on ne peut pas se laisser aller à tenir des propos racistes, ou alors on se fait mettre au banc. Il y a régulièrement un dérapage à la télévision et vous êtes sûr que la personne qui a dérapé, on ne la reverra pas après. Donc c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, le cas Zemmour est totalement impensable au Royaume-Uni.